Karine Portier, qui est professeure d'anesthésiologie vétérinaire à Lyon, à une école qui est quand même particulière, puisque l'école vétérinaire de Lyon a été fondée en 1761 et c'était la première école vétérinaire mondiale, si je me rappelle bien. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que maintenant ça s'appelle Vet Agro Sup, hein, depuis la liaison entre l'école vétérinaire de Lyon et l'école des ingénieurs agricoles de Clermont-Ferrand en 2010. Alors, il y a une question que j'ai envie de lui poser, mais elle nous répondra peut-être tout à l'heure, c'est savoir combien, à l'heure actuelle, il y a de professeurs d'anesthésiologie vétérinaire en France. Je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup. De toute façon, nous vous remercions par avance et nous vous écoutons maintenant, madame. Je vous remercie pour cette introduction. Effectivement, il n'y en a qu'un, professeur. Je remercie le CHAR de m'avoir invité à faire cette présentation, plus particulièrement le docteur Casala. Et également, je voudrais remercier les docteurs Auton et Scholtes pour les documents qu'ils m'ont envoyés pour préparer cette conférence. Alors effectivement, je suis vétérinaire, personne n'est parfait, mais je suis aussi anesthésiste, diplômée du Collège européen d'anesthésie. Comme c'est la première fois, je ne suis pas historienne, comme c'est la première fois que je fais une conférence d'histoire, j'ai bien peur de vous montrer mes talents d'anesthésiste en anesthésiant toute la salle. En revanche, je ne vous montrerai pas mes talents d'orateur parce que je vais lire ma présentation, veuillez m'en excuser, c'est un sujet assez vaste et vous verrez, j'ai essayé de faire beaucoup de citations pour la rendre un peu plus dynamique. Donc j'ai construit cette conférence à partir des références que vous trouverez sur le site du CHAR, dans l'onglet anesthésie vétérinaire, alors tous ne sont pas encore, mais je les rajouterai. Je me suis inspirée notamment des textes du professeur Ron Jones, qui est mon mentor au sein du Collège européen d'anesthésie, et des travaux du professeur Duggers, qui est conservateur du musée de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, dont il est actuellement le directeur, et de la thèse de l'un de ses étudiants, qui est le docteur Donald Valcross, qui est praticien maintenant dans le sud de la France. Alors, l'histoire de l'anesthésie vétérinaire et l'histoire de l'anesthésie humaine sont mêlées depuis la nuit des temps. Et pour cette présentation, je me suis limitée à l'histoire de l'anesthésie vétérinaire, moi j'ai essayé, c'est-à-dire pour chaque fois que les animaux étaient impliqués, non seulement comme des patients, mais aussi comme des cobayes. Mais il est évident que notre histoire s'est largement inspirée des progrès de la médecine humaine et qui, elle-même, a utilisé l'animal pour tester ses inventions. Alors, commençons au XVIe siècle avec Paracelsus, qui est un médecin, philosophe, mais aussi un théologien laïque suisse, qui écrit vers 1540 le premier rapport sur l'utilisation des terres. Les animaux impliqués sont des poulets, qu'il anesthésie avec de l'éther et qu'il arrive même à réveiller par la suite. André Vessal est un médecin anatomiste belge qui écrit un ouvrage nommé « À propos de la fabrique du corps humain » en 7 livres. C'est un traité d'anatomie humaine, publié à Bâle en 1543. Cet ouvrage fondateur de l'anatomie moderne est considéré comme l'un des plus beaux livres du monde. Le 7e livre décrit le cerveau et les organes sensoriels en 19 chapitres. Le dernier traite de la vivisection animale. Il est le premier texte de physiologie expérimentale de la Renaissance. Il inclut une illustration montrant un porc ligoté sur un panneau pour servir d'expérience. Vesalius est le premier à pratiquer l'intubation trachéale d'un animal, et notamment d'un porc, et à utiliser des soufflets pour gonfler les poumons. Carlo Ruini est un médecin italien qui rapporte pour la première fois en 1550 l'anesthésie d'un cheval. Il est aussi décrit comme homme politique, essayiste, médecin et aussi vétérinaire. On considérait donc déjà à cette époque la médecine vétérinaire comme une spécialité de la médecine humaine. Il est célèbre pour avoir publié un ouvrage consacré au cheval, Anatomia del Cavallo, Infermità et sui rimedi. Il s'agit du premier ouvrage moderne sur les chevaux qui participe pleinement à l'essor des études anatomiques du XVIe siècle. Celui-ci paraît d'abord à Bologne en 1598. Il sera traduit dans plusieurs langues européennes, et notamment en français en 1665. Il réussit à faire dormir le cheval pendant toute une journée en ajoutant à la nourriture des alcaloïdes de belladone mélangés à des endives ou à de l'orge distillée.
Un autre protocole consiste à ajouter une once de ciguë dans l'eau de boisson. Pour réveiller l'animal, il recommande de mélanger de l'hellebore avec du vinaigre ou de l'huile de ricin administrée dans les naseaux. Au cours du XVIIe siècle, ces techniques à base de plantes sont tombées en désuétude et un vétérinaire écrit, je cite, « Il est impossible d'opérer un cheval pour une cataracte. Le cheval n'est pas une créature raisonnable et il ne restera pas immobile. » Robert Boyle, qui est un physicien chimiste irlandais, injecte de l'opium en 1665 dans la patte arrière d'un chien et écrit, je cite, « Le succès résulte du fait que l'opium a rapidement circulé jusqu'au cerveau et a vite stupéfié, mais pas tué, le chien. » Robert Boyle fait connaissance de Christopher Wren pour la première fois à Londres en 1648, alors qu'il avait 21 ans et Wren 16 ans. 16 ans plus tard, en 1664, Wren eut l'idée d'injecter des médicaments ou des poisons directement au contact du sang des animaux, en insérant des tuyaux dans leur vaisseau sanguin. L'expérience fut réalisée sur un chien en collaboration avec Boyle lors d'une réunion de la Royal Society au Wadham College à Oxford. Cette première expérience consistait en une infusion chaude d'opium diluée dans du xérès qui était injecté dans l'une des veines superficielles de la patte postérieure du chien, qu'il voulait guérir de mélancolie. Le chien survécut, il fut même volé. Il écrit, je cite, « On doit, pour ce faire, apposer des ligatures aux veines, ouvrir la veine, puis introduire une mince seringue ou le tuyau d'une plume auquel on a fixé une vessie contenant la substance à injecter. » Un autre de ses camarades, Richard Lower, réalise la première transfusion d'un chien à un autre à l'aide d'un dispositif similaire. Ces expériences étranges sont relatées dans l'ouvrage célèbre de Boyle, The Skeptical Chemist. Ces grands scientifiques passèrent avec quelques siècles d'avance tout près de l'anesthésie et de l'analgésie intraveineuse sans aller plus loin. Le but était de comprendre l'action des poisons sur l'organisme et le cerveau en particulier. La production de narcose par voie intraveineuse était donc connue depuis longtemps, bien avant son utilisation clinique. Le XVIIIe siècle marque la naissance des écoles vétérinaires. Les pertes énormes des cheptels dues aux épizooties récurrentes qui ont frappé l'Europe aggravent les dégâts des famines, des guerres et des épidémies de peste au XVIIIe siècle. Pour enrayer cela, je cite, « Une école pour le traitement des bestiaux est créée à Lyon par un arrêté du Conseil d'État du roi le 4 août 1761. Cette nouvelle école voit le jour grâce à l'initiative de Claude Bourgelat, écuyer du roi, soutenu par Henri Bertin, ministre de l'Équinte. On lui donnera longtemps le nom d'Académie, car elle est la fille de l'Académie royale d'équitation, dirigée par Bourgelat. Dans ces, je cite, cours sur la pratique de la chirurgie en ce qui concerne les opérations à l'usage des élèves de l'école vétérinaire d'Alfort, Bourgelat donne des recommandations pour immobiliser les animaux et les préserver de la douleur. Je cite, « Quelles que soient les raisons qui nous portent à rendre hardi l'artiste dans le moment des opérations, nous ne prétendons point de l'autoriser, et encore moins de l'engager, à faire souffrir inutilement les animaux soumis à nos soins. Il doit avoir pour la brute les sentiments d'humanité que le chirurgien témoigne toujours pour l'homme. Il sera compatissant comme lui dans tout ce qui fait éprouver de douleur à l'animal. Il sera attentif à diminuer le plus qu'il le pourra la violence et la vivacité du physique de l'animal, et en ménageant le tégument, en évitant les cordons et les fibres nerveuses. » En 1765, Bourgelat parle dans sa matière médicale raisonnée des narcotiques et des sédatifs et propose des remèdes contre les convulsions et les mouvements désordonnés occasionnés par la douleur, tels que le pavot et la jusquiame. Ouverte en 1762, la toute petite et effectivement première école vétérinaire au monde est installée au faubourg de la Guillotière, dans Lyon. Elle ne reçoit que 38 élèves. C'est le premier établissement d'enseignement vétérinaire organisé au monde. Elle servira de modèle pour toutes les autres écoles vétérinaires européennes. En 1764, un nouvel arrêté la renomme École royale vétérinaire. Elle est considérée comme la grande sœur de l'école d'Alfort, fondée en 1765 par Bourgelat et Bertin.
Grâce à ses élèves étrangers, l'école de Lyon commence rapidement à essaimer. Turin en 1769, Copenhague en 1773, Skara en Suède en 1775, puis Vienne en 1777. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, une centaine d'écoles vétérinaires fonctionneront à travers le monde. Installée en 1795 dans le couvent des Deux Amants à Vèze, l'école est l'objet, après 1843, d'une rénovation générale dirigée par l'architecte parisien Chabrol. Durant cette période, la médecine vétérinaire brille d'un éclat tout particulier à Lyon, grâce notamment aux trois grands savants que sont Auguste Chauveau, Saturnin Arloin et Pierre-Victor Galtier. En 1962, lors des cérémonies du bicentenaire de l'école de Lyon, les orateurs souhaitent tous son installation dans des locaux plus vastes. Elle déménage donc en 1977 à Marcy-l'Étoile, qui est notre actuel campus. Marcy the Star, comme disent nos étudiants. Vient alors le temps de la contention. Donc, chez l'homme au XVIIe siècle, la contention remplaçait l'anesthésie, vous le savez sans doute mieux que moi, et Fabrice de Hilden, un chirurgien allemand, raconte une amputation. Je cite : « Tous les aides s'enfuirent, excepté mon fils, encore enfant, auquel j'avais donné la jambe à tenir. Heureusement, ma femme, enceinte, se trouvait dans la chambre voisine. Elle accourut et saisit le malade, sinon lui et moi aurions à la catastrophe. » François-Alexandre de Garceau, hypiatre, zoologiste, botaniste et dessinateur français, décrit pourtant, dans Le Nouveau Parfait Maréchal, ouvrage de vulgarisation sur le cheval publié en 1741, les narcotiques comme, je cite, « des médicaments qui agissent sur les esprits, en empêchant leurs actions et leur infiltration. C'est pour cet effet qu'ils sont bons dans les douleurs vives et aiguës, en les apaisant, et c'est aussi pour cette raison qu'ils procurent le sommeil. » Pourtant, au XVIIIe siècle, chez l'animal, le recours à la torture est une constante. Les aides détournent l'attention de l'animal du site opératoire en brutalisant une autre zone pour protéger l'opérateur de la réaction, comme on peut le voir sur ce tableau du musée Fragonard de l'école vétérinaire d'Alfort. Il s'agit d'une opération de trachéotomie par le professeur Trabeau, en 1895, et sur un cheval maintenu dans le travail de Bourgelat. On voit les aides qui essayent de stimuler l'animal pour lui faire penser à autre chose. 200 ans plus tard, l'anesthésie ne semble pas entrer dans les habitudes des chirurgiens au profit des méthodes de contention. Le professeur Cadio d'Alfort, au XXe siècle, écrit en effet, je cite, « Les indications de l'anesthésie générale sont beaucoup plus restreintes pour les animaux que pour l'homme. Sans doute, nous devons nous efforcer d'épargner la douleur à nos opérés. Mais en général, notre intervention doit être aussi économique que possible. La narcose a ses dangers. Avec les moyens d'assujettissement dont nous disposons, nous pouvons faire presque toutes les opérations sans recourir aux anesthésiques généraux. Il semblerait qu'en France, l'anesthésie ne soit toujours pas devenue une routine pour les vétérinaires ruraux avant les années 60. En effet, avant cette époque, les opérations mineures telles que les castrations étaient réalisées sous contention uniquement. Parmi tous les moyens de contention, on peut citer les tables de Davio, Blin et Seuillet, ou les travails pivotants de Vinceau ou de Neuf. Cependant, les accidents n'étaient pas rares, et la recherche de drogues qui diminuent les réactions violentes ont conduit à la naissance d'une nouvelle discipline, l'anesthésie vétérinaire. Alors on peut se poser une question un peu philosophique. Pourquoi a-t-on eu besoin d'inventer l'anesthésie? À quoi sert l'anesthésie? Chez l'homme, il semblerait que les premiers travaux aient été initiés pour traiter la douleur. En médecine vétérinaire, en revanche, les raisons sont sans doute plus pragmatiques et le besoin d'immobiliser l'animal et de protéger le praticien des morsures et des coups est une évidence. Mérilla écrit en 1915, je cite, « L'anesthésie en chirurgie vétérinaire aujourd'hui est un moyen de contention et non une opportunité pour traiter la douleur. » Voilà donc que pour la première fois, on soulève l'importance de distinguer la narcose de l'antinociception et de l'analgésie. Arrive le temps du protoxyde d'azote, qui est synthétisé donc pour la première fois en 1772 par le philosophe et chimiste Joseph Priestley. Sir Humphrey Davy est un physicien et chimiste britannique qui, à 17 ans, décrit déjà ses expérimentations chez le chat. Il utilise aussi des cochons d'Inde pour tester les effets du protoxyde d'azote. Il écrit, je cite, « Dans un mélange d'une part d'oxygène et de 3 parts de protoxyde d'azote, un petit cobaye a été introduit. Il a immédiatement commencé à se débattre
et, en 2 minutes, il s'est reposé sur le côté, respirant très profondément. Il ne fit ensuite aucun mouvement musculaire violent, mais a vécu tranquillement pendant 14 minutes. À la fin de ce temps, ses jambes étaient très convulsées, il a été sorti et réveillé. Davy note aussi que le protoxyde d'azote pourrait être utile pour effectuer des opérations chirurgicales. Cependant, les anesthésiques n'ont été utilisés régulièrement en médecine ou en dentisterie que des décennies après le décès de Davy. En France, il faudra attendre 1880 pour voir son utilisation décrite chez l'animal. Paul Bert, médecin et physiologiste, dit que, je cite, « Ce n'est pas le protoxyde d'azote qui tue, mais le manque d'oxygène. Afin de mêler de l'oxygène au protoxyde d'azote sans diminuer le taux de saturation sanguine, il eut l'idée d'augmenter la pression atmosphérique dans une salle de chirurgie. La technique fut essayée d'abord sur des chiens, dans une cage en tôle, sous pression d'air élevé, 20 à 25 cm de mercure. Il fit construire une chambre mobile permettant de maintenir en pression 12 personnes grâce à une pompe. Cependant, le procédé semble trop compliqué, trop coûteux pour être utilisé en médecine vétérinaire en dehors du cadre expérimental. Henry Hill Hickman était un médecin anglais et promoteur de l'anesthésie. Au début de l'an 1823, il entreprend des expériences animales relativement macabres en anesthésie. Il rend l'animal insensible efficacement en l'étouffant presque avec du dioxyde de carbone, puis ampute une partie de l'animal pour voir si celui-ci pouvait ressentir une douleur sous cette anesthésie. Très critiqué à l'époque, il est aujourd'hui reconnu comme l'un des pères de l'anesthésie. Arrive ensuite la période de l'éther. Benjamin Collins Brodie est un physiologiste et chirurgien britannique. Ses notes de cours révèlent qu'il effectue des expériences avec de l'éther en 1821. Il place un cobaye à l'intérieur d'une cloche en verre et lui fait respirer de l'éther, puis le réanime en pratiquant une trachéotomie et en faisant une respiration artificielle. Brodie attribue cet effet à l'éther et non à la suffocation et dit, je cite, « Les poisons narcotiques détruisent la fonction du cerveau ». La peur du médicament peut donc être une des raisons pour lesquelles son introduction en clinique fut retardée jusqu'en 1846. Les notes de Brodie montrent qu'il connaissait les potentialités de l'éther 25 ans avant son administration chez l'homme et avait réalisé que l'effet était réversible. En 1852, Jean-Pierre Flourens, un physiologiste français, présente ses conclusions sur les effets anesthésiques de l'éther chez un chien à l'Académie des sciences. Il rapporte que, je cite, « Tous sont frappés d'anesthésie générale en 3 à 5 minutes. Aucun ne meurt. La tentative d'injection crurale provoque douleur, cris, puis une paralysie et raideur tétanique des dos postérieurs. » En 1847, juste après la démonstration de l'utilisation de l'éther par Morton chez l'homme, la technique d'administration chez 6 chiens et 2 chats est rapportée par Édouard Mailloux dans le Vétérinariat. L'éther sulfurique est placé dans une fiole de Florence, au col de laquelle une grande vessie était fixée. La tête de l'animal a ensuite été introduite dans la vessie et une lampe à alcool appliquée à la fiole. Malgré l'absence de douleur, la phase d'excitation de l'anesthésie le perturbe et il conclut, je cite, « Les résultats de ces expériences n'ont pas été calculés pour inspirer des espoirs très optimistes. Nous ne pouvons pas dire si les cris émis sont une preuve de douleur ou non, mais ils suggèrent une souffrance à l'auditeur et, sans témoignage contraire, doivent être considérés comme une indication de souffrance. Le procédé n'est donc pas destiné à atteindre l'objet pour lequel, dans la pratique vétérinaire, il serait plus généralement utilisé, à savoir soulager le propriétaire de l'impression que son animal a été soumis à la torture. Sous un autre angle, il est peu probable qu'il présente un intérêt pratique. L'état comateux est de courte durée et une opération normale occupe plus de temps qu'il ne peut en assurer en toute sécurité. Notons l'intérêt du bien-être animal, plutôt, disons, celui de son propriétaire. En France, en 1848, la Société centrale de médecine vétérinaire institue une commission de l'éther et plusieurs auteurs montrent les avantages de l'éthérisation en chirurgie équine. Cadio décrit dans le traité thérapeutique chirurgical le déroulement d'une anesthésie de cheval à l'éther. L'éther est versé sur un tampon d'ouate placé près des naseaux et le débit est contrôlé par le rapprochement ou l'éloignement de la compresse des naseaux. Une première phase d'agitation est observée pendant 15 à 20 minutes. Le degré de narcose est évalué par la disparition de la sensibilité, l'inertie musculaire,
les caractères du pouls et de la respiration, les variations du champ pupillaire, la persistance ou la cessation du réflexe palpébral. Une anesthésie nécessite 200 à 500 grammes d'éther et pour le réveil, le cheval est désentravé et peut se relever seul. L'éther est aussi utilisé par voie rectale chez le cheval au 10e de la dose, 30 à 50 grammes, pour réaliser des chirurgies debout, mais provoque des irritations importantes de la muqueuse. En 1854, Henri Boulet, professeur de pathologie vétérinaire, décrit l'utilisation d'éther en chirurgie vétérinaire comme étant une technique indispensable, simple et peu onéreuse pour éviter aux opérateurs les dangers des violents mouvements. Il décrit l'anesthésie d'un cheval opéré d'une hernie étranglée. Je cite. Le cheval sur lequel a été pratiquée l'opération si dangereuse de la hernie étranglée a été rendu immobile comme un cadavre et l'opération a pu être achevée sans danger aucun, ni pour l'opérateur, ni pour l'opéré. Il utilise aussi l'éther pendant plusieurs jours sur des chevaux présentant un tétanos, sans constater de problème. L'éther est donc utilisé en médecine vétérinaire pour anesthésier diverses espèces à des fins chirurgicales. Cependant, il sera plus utilisé chez le cheval que les ruminants ou le porc, du fait du goût qu'il donne à la viande et au lait. L'éther est irritant pour les muqueuses bronchiques et provoque de la toux et de l'hypersalivation chez le chien comme chez le cheval. Il est rapidement concurrencé par une autre molécule, le chloroforme. Le chloroforme est reconnu plus puissant que l'éther, mais aussi plus dangereux. Il semblerait que le premier à rapporter l'utilisation du chloroforme chez l'animal soit William Joseph Goodwin, le vétérinaire de George IV et de la reine Victoria. Il décrit son utilisation sur, je cite, un beau cheval de calèche, plein de santé et de vigueur, boiteux d'arthrite naviculaire. L'expérience est décrite dans le volume 21 de janvier 1848 de Véterinarian par Percival. La question de savoir comment et de quelle manière le chloroforme devait être appliqué de façon à ce qu'il puisse réellement inhaler sa vapeur, après des observations et des suggestions pour et contre, il a été décidé d'utiliser une muserolle de cuir ordinaire et d'y apposer 2 parties d'une éponge, chacune d'une grande magnitude suffisante pour absorber une once ou plus de chloroforme liquide et qui serait directement opposée à la narine. Cela fut fait et la muserolle ainsi ajustée mise en place. Tout étant ajusté autour de la tête, le chloroforme liquide issu d'une bouteille fut versé en premier sur une éponge, puis successivement sur l'autre par M. Percival, avec une bouteille contenant 3 onces de fluide, jusqu'à environ les 2/3 de la quantité totale, une once sur chaque éponge. La description détaillée de la réaction violente du cheval fait suite. Le groom, je cite, le groom appliqua la muserolle vers le haut et donc força l'éponge contre les narines, ce qui provoqua la chute de liquide par en dessous. En conséquence, le cheval devint sauvage et ingérable, tombant en arrière. Le groom réussit à retirer la bride et la muserolle de la tête, le cheval se réveilla. La description d'une autre expérience sur le cheval fait suite. Cette fois, le chloroforme est administré sur un tissu placé dans les naseaux et sécurisé par un sac de flanelle. Le cheval tombe en 3 minutes et demie et est parfaitement insensible en 5 minutes. L'édition du Véterinarian en septembre 1848 conclut « Abandonnant l'utilisation de ce produit chimique puissant comme anesthésique, du moins à toute fin pratique, portons notre attention sur lui comme un remède interne. » En France, Jean-Pierre Flourens décrit l'utilisation du chloroforme chez les animaux domestiques en 1847. L'anesthésie au chloroforme est enseignée à l'école vétérinaire de Lyon dès 1849, comme en témoigne cet avant-propos de la thèse publiée en 1903 par le docteur Ducasse et intitulée « L'anesthésie du cheval par le chloroforme ». Je cite. Lorsque le professeur Ray de l'école de Lyon montra en 1849 la possibilité de se servir du chloroforme dans les opérations longues chez les animaux, il en exagéra les dangers. Aussi, les praticiens se sont-ils toujours tenus sur une extrême réserve. En effet, non seulement la chloroformisation n'a jamais été parmi nous dans la pratique courante, mais encore son emploi a été tellement exceptionnel que parmi nos jeunes confrères, un tout petit nombre seulement a dû assister à quelques cas d'anesthésie. Nous ne voulons parler ici que de l'anesthésie clinique et non pas de ces séances de thérapeutiques expérimentales auxquelles chacun de nous a pu se trouver pendant le cours de ses études. Quant à ceux que l'âge place parmi les doyens de notre profession, l'anesthésie est toujours restée pour eux une chose purement théorique.
C'est pourquoi il est naturel qu'ils redoutent l'emploi du chloroforme, qu'ils craignent l'anesthésie et la considèrent comme un luxe chirurgical auquel il est presque ridicule que nous ayons recours. Les animaux sont nos victimes, tel est le raisonnement de la majorité, et que signifie dès lors cette précaution que n'a l'unique privilège de supprimer la douleur. Les non-partisans disent encore que notre chirurgie étant mal rétribuée, nous devons opérer le plus économiquement possible. Enfin, il y a aussi ceux qui retiennent la crainte de voir l'opéré devenir victime d'un accident d'anesthésie, accident dont le chirurgien serait sans doute, jusqu'à nouvel ordre, pécuniairement responsable. Une façon simple d'administrer du chloroforme à un chien est d'utiliser une boîte de cacao, de café ou toute autre boîte à trous ronds et de la lier au museau. Des trous dans la partie supérieure sont réalisés pour verser l'anesthésique. Il faut permettre à beaucoup d'air d'entrer pour être mélangé avec le chloroforme. En effet, il existe en 1847 une polémique sur les causes de l'hypoxémie observée lors de l'administration de chloroforme ou d'éther. C'est Léopold de Travaux, directeur de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, et Paul Bert qui démontreront que l'asphyxie résulte de la technique d'administration et d'étouffement et non de la molécule elle-même. Alors, une technique de réveil originale est utilisée par Charmois, chef de travaux à Alfort. Il pose des garrots aux 4 membres de l'animal, administre le chloroforme et le retrait brutal des garrots apporte dans la circulation générale du sang frais qui dilue le chloroforme et provoque le réveil. En 1854, le chloroforme est à la mode en France, comme en témoigne la Gazette médicale de Strasbourg. L'article décrit la castration sous chloroforme d'un ours mâle, un peu trop entreprenant avec les promeneuses d'un jardin public. Notez bien que l'ours Martin se réveilla de son anesthésie, de très bonne humeur, et grimpa immédiatement à son arbre. On retrouve l'utilisation du chloroforme au début du XXe siècle. Sir Frédéric Thomas George Hobday publie le premier livre dédié à l'anesthésie vétérinaire. En 1915, en conséquence de ces observations, il construisit une table de contention des petits animaux pour les chloroformer et popularisera l'utilisation d'un appareil qui permettait de distribuer du chloroforme à débit constant. Il publie une série de 900 cas pour lesquels il n'a observé que 5 décès. Donc ici, il s'agit d'une chirurgie, d'une anesthésie pour une chirurgie sur un cheval, pour faire ce qu'on appelait une odéisation, c'est-à-dire en fait un retrait des ventricules pour les chevaux qui étaient ce qu'on dit corner, c'est-à-dire qui font du bruit, qui ont une paralysie laryngée. Donc on retire les ventricules laryngés. Donc ce sont des archives du Collège royal vétérinaire de Londres. Donc l'induction est assez brutale. Il était bien écrit qu'il n'était pas question d'administrer du chloroforme pour l'induction. On injecte de l'adrénaline. Je ne sais pas bien où ils injectent l'adrénaline, je n'ai pas très bien compris. L'intralarynx peut-être. Le site d'opération est tondu, rasé, avec un verrou. C'est une désinfection. La langue est tirée et attachée à la mâchoire inférieure. Le cheval n'est toujours pas anesthésié. Et là, on va appliquer donc, du chloroforme par l'intermédiaire de cet inhalateur. Le chloroforme est versé sur la compresse, qui est mis à proximité des naseaux. Alors, le monitoring, c'est la facilité de la queue.
vérifier l'inconscience. Le patient est placé en position dorsale avec une extension d'encolure. Et une incision verticale va être faite au niveau du ligament crico-thyroïdien. J'ai coupé la chirurgie pour montrer directement le réveil. Donc on retire l'inhalateur. Je vous rassure, on a un peu évolué depuis ce type d'anesthésie. Le réveil va être exceptionnel, un peu assisté. Alors, il faut savoir que la mortalité en anesthésie écrite de nos jours est de 1%, et que 30% de cette mortalité se produit au moment du réveil. C'est vraiment la phase la plus compliquée de l'anesthésie du cheval. Et là, on voit ici qu'avec le chloroforme, ça se passe plutôt pas mal. Donc le chloroforme ne pouvait cependant pas être utilisé dans toutes les espèces. Il induisait chez les moutons une pneumonie et la mort. Il cessa d'être utilisé dans les années 30. Et d'après Cadio, les cas de décès à l'anesthésie avec le chloroforme sont 6 fois plus importants qu'avec l'éther. En effet, le chloroforme est responsable de nombreuses morts par insuffisance cardiaque, alors que l'éther est connu pour le fait que l'arrêt respiratoire précède l'arrêt cardiaque. Les deux molécules restent en concurrence pendant plusieurs décennies. Cependant, on croit que leurs effets anesthésiques résultent d'une asphyxie et les médecins essaient de trouver des moyens d'administration plus aisés. Une nouvelle molécule plus facile à administrer va suppléer ces deux-là, et il s'agit de l'hydrate de chloral. En octobre 1831, après avoir fait réagir du chlore sur de l'alcool, le baron chimiste allemand Justus von Liebig réussit à isoler une masse blanche cristallisée qu'il appela provisoirement chloral. Le 17 mars 1834, Jean-Baptiste Dumas, chimiste français, présente à l'Académie des sciences ses recherches qui établissent la composition exacte du chloral. En août 1869, le pharmacien berlinois Oskar Liebrich présente une communication à l'Institut de France. Voyant que le chloral était soluble dans l'eau et qu'il ne produisait aucun effet irritant, il décida de l'administrer cette substance à des grenouilles et à des lapins, puis à quelques malades sous forme d'injection hypodermique. Un lapin de forte taille reçut, en fonction de son poids, 135 cg d'hydrate de chloral et un aliéné épileptique 157 cg. Le lapin dormit pendant 16 heures et 30 minutes et le malade pendant 4 heures et 30 minutes. Ces expériences furent répétées sur des animaux par l'anglais Benjamin Ward Richardson. En France, Pierre Cyprien Auré, médecin à Bordeaux, est crédité d'avoir établi la technique sur les animaux de la première anesthésie intraveineuse pratiquée chez l'homme avec de l'hydrate de chloral en 1872. Edmond Nocard, professeur de microbiologie mais aussi chef de service clinique à l'école vétérinaire d'Alfort, utilise l'hydrate de chloral au début du XXe siècle par voie intraveineuse chez les grands animaux. Cependant, l'hydrate de chloral induisait fréquemment des infections et des abcès, et les vétérinaires ont cherché d'autres voies d'administration. Une thèse sur l'administration du chloral hydraté est présentée à l'école vétérinaire de Toulouse par le docteur Bignon en 1876, soit 45 ans après la découverte de la molécule par Liebig. Il préconise une injection dans le tissu cellulaire sous-cutané. Je cite. Le sujet d'expérience est un cheval hongre de 15 ans environ. Le 10 mai 1870, à 11h15 du matin, on injecte dans le tissu cellulaire de l'encolure 25 g d'hydrate de chloral en solution dans 70 g d'eau distillée. 11h35, l'animal paraît somnolent, cependant, si on l'excite, il marche sans aucune difficulté et se dirige au petit trot vers son écurie. Là, on constate une légère tendance à l'assoupissement. L'animal appuie la tête au fond de la mangeoire. S'ensuit alors une description détaillée des réactions du cheval jusqu'à l'autopsie. Il conclut, comme conclusion de tout ce qui précède, nous voyons que le chloral ne produit pas à dose ordinaire une anesthésie parfaite. Cela tient à ce que le chloroforme n'envahit pas à la fois l'économie tout entière et qu'il s'élimine en partie au fur et à mesure de sa production.
Une autre thèse sur l'utilisation du chloral hydraté est aussi présentée à l'école vétérinaire de Toulouse par le Dr Bax en 1878, 2 ans plus tard. L'auteur écrit, je cite, « En médecine humaine, le chloral est maintenant fréquemment utilisé. Il remplace souvent le chloroforme et si son usage est encore peu répandu en vétérinaire, il ne faut pas désespérer de lui voir prendre rang. Vu les beaux résultats qu'il a déjà donnés dans l'autre médecine, tout fait donc prévoir que ce médicament est appelé à jouer un rôle important en thérapeutique. » Le Dr Bax fait ensuite une description de cas dans lequel la molécule fut utilisée non pas comme anesthésique, mais comme cicatrisant. On commence alors déjà à parler d'antagonistes. Celle de l'hydrate de chloral sera la noix vomique, mais rapidement on se rend compte que la strychnine tue. Louis-Marie Mersenac l'administre par l'intermédiaire d'un injecteur et décrit l'anesthésie de 147 chevaux, sans incident. C'est la première fois qu'est décrite une technique d'anesthésie générale fiable et reproductible. Due à une grande mortalité, la molécule n'est plus utilisée chez l'homme dès 1877. En médecine vétérinaire, cette molécule sera oubliée quelques années et réapparaîtra dans les années 30 sous forme citratée. Elle est d'ailleurs encore utilisée par certains praticiens de l'école vétérinaire de Nantes dans les années 90, je l'ai vu, et par des physiologistes de l'école vétérinaire de Lyon chez des lapins ces dernières années. Les anesthésies locaux-régionales, rapidement, donc en 1884, Karl Koller, un ophtalmologiste autrichien, fut le premier à décrire la propriété anesthésique de la cocaïne pour les chirurgies oculaires chez l'homme. Et James Leonard Corning, un neurologiste américain, qui a injecté en 1885 de la cocaïne entre les apophyses épineuses des vertèbres lombaires inférieures, d'abord chez un chien, puis chez un homme en bonne santé. Ces expériences sont les premières descriptions publiées du principe de blocage neuraxial. Cependant, une controverse existe. Il semblerait que Corning ait réalisé en fait une épidurale, tandis que Beer, un chirurgien allemand, aurait réalisé la première vraie anesthésie spinale. Beer développa aussi l'anesthésie régionale intraveineuse. C'est encore Sir Frédéric Thomas George Hobday, alors président du RCVS, qui va populariser son utilisation en médecine vétérinaire. En 1915, il publie le premier livre entièrement dédié à l'anesthésie vétérinaire, dans lequel est rapportée l'anesthésie volatile et les anesthésies spinales et régionales. Dans ce livre est aussi mentionnée la prémédication afin de réduire l'excitation de la dose de chloroforme. C'est la première allusion à l'anesthésie balancée. En 1940, James Farquharson développera la technique de la paravertébrale chez la vache. Et ensuite, l'ère des barbituriques et l'ère de l'anesthésie moderne. Donc, la première molécule utilisée chez le chien fut le barbital, Véronal, synthétisé en 1903, qui produisait de 1 jusqu'à 48 heures d'anesthésie. De nombreuses molécules furent synthétisées, telles que le phénobarbital en 1911 et les thiobarbituriques telles que le mesdonal en 1934, et qui fut utilisé par les vétérinaires français seulement en 1946. Cette publicité pour le pentobarbital dans le journal publié par les étudiants de la faculté de médecine vétérinaire de l'Ohio en 1947 témoigne de leur popularité. La protection de l'animal en Angleterre. La prise de conscience en fait qu'un traitement plus humain des animaux de recherche était nécessaire conduisit la législation anglaise à constituer le Cruelty to Animal Act en 1876. Cette loi limite l'utilisation des animaux d'expérimentation aux personnes détenant une autorisation spéciale. Cependant, la perception que la loi de 1876 sur la cruauté envers les animaux était faible donna lieu à l'érection de ce monument pour un chien brun, chien qui avait subi une vivisection, et également des émeutes étudiants en médecine eurent lieu en 1907. Dans ses mémoires, Hobday écrit en parlant de la loi sur l'anesthésie des animaux de 1919, je cite, « Qui peut estimer les souffrances atténuées par ces nouvelles méthodes soutenues par la loi? Des milliers d'opérations ont été effectuées sans anesthésie. Un souvenir aussi troublant qu'il est réconfortant de savoir que l'on a eu quelque part à apporter un aussi grand soulagement. » Il était très fier de sa participation. En 1954, la loi abroge la loi de 1919 et prolonge les dispositions des lois sur la protection en ce qui concerne les opérations effectuées sur les animaux. Elle sera révisée en 1964 et la nouvelle loi autorisera le vétérinaire à choisir son anesthésie à condition qu'il ait une anesthésie adéquate.
la liste des opérations qui nécessitent une anesthésie est aussi augmentée. Il y a ensuite l'anesthésie balancée et la collaboration entre médecins et vétérinaires. En 1873, en France, Guibert publie dans le journal de l'école vétérinaire d'Alfort une étude démontrant les avantages de l'association de morphine avec du chloroforme. Il distingue déjà l'état d'analgésie et l'état d'anesthésie. En 1954, Leslie Hall et Barbara Weaver développent le concept d'anesthésie balancée, incluant la prémédication, l'induction par un barbiturique intraveineux et la maintenance avec un agent halogéné et de l'oxygène, sans oublier la curarisation. Alors, je tiens à préciser qu'arrivé à ce point de la présentation, que j'ai volontairement omis la curarisation, les curars, l'histoire des curars en médecine vétérinaire, qui nécessiterait au moins une heure de présentation. Barbara Weaver et Leslie Hall sont les premiers vétérinaires à avoir dédié 100% de leur pratique au développement de l'anesthésie clinique, jusqu'à la faire devenir une spécialité. Dès le début de leur carrière, dans les années 50, ils ont travaillé avec des médecins anesthésistes tels que William Mapleson, Brian Marshall, et Leslie Hall a même été élu président de la East Anglian Society of Anesthetists et Barbara Weaver a été présidente de la Société des anesthésistes de la région du Sud-Ouest. En 1977, Hall fut le premier vétérinaire à recevoir la prestigieuse médaille de la faculté des anesthésistes du Collège royal des chirurgiens d'Angleterre, suivi par Barbara Weaver et Ronald Jones. Tous les trois furent élus en 2001 membres du Collège royal des anesthésistes. C'est un grand honneur pour des vétérinaires. Le docteur Leslie Hall, souvent nommé le père de l'anesthésie vétérinaire, est décédé le 20 avril 2010. Ronald Jones devint en 1962 le premier maître de conférence en anesthésie vétérinaire à la faculté vétérinaire de l'université de Liverpool. 30 ans plus tard, en 1990, il fut nommé le premier professeur d'anesthésie vétérinaire d'Angleterre. Il enseigna dans le service d'anesthésie de l'école de médecine aux côtés de Cecil Gray, Jackson Rees, John Hutting et Jennifer Hunter. Il fut responsable du département d'anesthésie de la faculté de médecine. C'est le seul vétérinaire à avoir obtenu un tel honneur. Ron a aussi contribué au développement de l'anesthésie vétérinaire dans notre pays. En effet, comme il n'y avait pas de diplômé du collège d'anesthésie vétérinaire en France, il fut mon superviseur et mentor pendant les 5 années de ma résidence alternée, en 2004-2009, pour préparer le diplôme du Collège européen d'anesthésie et d'analgésie vétérinaire. Ces grands noms de l'anesthésie vétérinaire sont les témoins du soutien des médecins envers les vétérinaires dans le développement de notre spécialité. Et Barbara Weaver raconte, je cite, « Les médecins anesthésistes ont fortement soutenu ce que nous essayons de faire pour l'anesthésie vétérinaire. J'ai trouvé leurs soutiens et leurs encouragements indispensables et cela a sans doute été une contribution majeure à mon intérêt durable pour les études comparatives d'anesthésie. » Donc arrive l'ère des halogénés, la découverte de l'allotane en 1951 par Suckling, un chimiste britannique qui fut un grand pas pour le développement de l'anesthésie inhalée et des machines d'anesthésie chez les animaux. Cette photo montre son laboratoire. Différentes molécules ont été synthétisées au cours du temps, les anesthésistes vétérinaires se les sont appropriées rapidement, on utilise exactement les mêmes. Dans les années 20, l'administration de ces agents a été rendue possible par l'intubation endotrachéale développée par McGill, un anesthésiste irlandais, et initialement les sondes endotrachéales n'avaient pas de ballonnet. C'est Arthur Ernest Guedel, un anesthésiste américain né en 1883, qui, en 1928, proposera une sonde avec ballonnet, et il démontre la fiabilité du système en immergeant pendant 4 heures un chien anesthésié. Arrive ensuite l'ère des injectables. De nombreuses molécules sont disponibles avec une autorisation de mise sur le marché vétérinaire. Elles sont présentées ici avec leur date de mise sur le marché en France. L'apparition dans les années 50 des phénostasines et en premier de la chlorpromazine, comme on a parlé, a permis la prémédication de nombreuses espèces. Aujourd'hui, la cépromazine sert de tranquillisant, de déstressant, de pré-prémédication en fait, pour la plupart des espèces animales. La molécule existe sous forme de différentes formulations injectables, comprimées pour chiens et chats, granulées pour chevaux. Parmi les alpha-2 agonistes, la xylazine a été quant à elle synthétisée en 1962 par Bayer en Allemagne comme agent antihypertensif mais n'a reçu d'autorisation de mise sur le marché pour l'homme. Cependant, la FDA autorisa l'utilisation de la xylazine pour la tranquillisation des ruminants. D'autres alpha-2 agonistes furent développés à la suite dans les années 80-90. C'est la détomidine, la romifidine chez le cheval
et la médétomidine, la dexmédétomidine chez le chien. La kétamine, un dérivé des phencyclidines, est synthétisée par Calvin Stevens, un chimiste américain, en 1962. La kétamine fut utilisée comme anesthésique vétérinaire après avoir été brevetée en Belgique en 1963. Après avoir été brevetée par Bert Davis pour un usage humain et animal en 1966, la kétamine est devenue disponible sur ordonnance en 1969 sous la forme de chlorhydrate de kétamine, sous le nom de Kétalar. Aujourd'hui, c'est l'agent d'induction de préférence chez le cheval. Elle fut classée en 2014 par l'OMS sur la liste des substances essentielles et les anesthésistes du Collège européen d'anesthésie vétérinaire font partie des interlocuteurs dans la discussion internationale relative à sa restriction d'utilisation. Le propofol, lui, est le résultat de recherches menées par John Glenn dans les années 70 et sera utilisé pour la première fois chez l'homme comme agent d'induction en 1977. Il sera conditionné sous forme d'émulsion lipidique en 1983 et commercialisé en France en 1987. Il va permettre le développement de l'anesthésie à objectif de concentration qui a été essayé chez l'animal mais qui n'est pas encore une pratique courante en médecine vétérinaire. Il sera utilisé en médecine vétérinaire comme agent d'induction et de maintenance par perfusion à rythme constant chez les carnivores domestiques. Enfin, le dernier né des anesthésiques injectables vétérinaires est l'alfaxalone. C'est un analogue synthétique de la progestérone. En 1971, l'alfaxalone fait son apparition sur le marché vétérinaire sous le nom de Safan, parce que c'était soi-disant safe, et humain sous le nom d'altésine, associé à l'alphadolone, un autre dérivé de la pregnanédione. Beaucoup moins anesthésique que l'alfaxalone, mais permettant de le solubiliser. L'association permet une anesthésie et un réveil de qualité avec peu d'effets dépresseurs cardiovasculaires. Cependant, des réactions allergiques sévères, libération d'histamine, sont observées chez le chien et l'homme, et des œdèmes et une hyperémie généralisée sont aussi décrites chez le chat. 14 ans plus tard, elle sera retirée du marché. Parallèlement, en 1891, Villiers découvre les cyclodextrines. Ce sont des oligosaccharides cycliques issus de la dégradation bactérienne de l'amidon et qui présentent une périphérie hydrophile et un centre lipophile. En 1990 est synthétisé l'hydroxypropylbêta-cyclodextrine en forme de cône tronqué avec une cavité centrale où des composés hydrophobes peuvent se loger si leur taille est compatible et former un complexe par inclusion. Elle peut donc solubiliser les composés hydrophobes. Et donc en 2008, du mariage de l'hydroxypropylcyclodextrine et de l'alfaxolone, est né l'alfaxan, commercialisé sur le marché vétérinaire, avec une indication chez le chien, le chat, dans le monde entier, et maintenant en France, a été une autorisation sur le marché en France en 2008. Cette molécule, sous sa nouvelle formulation, a été étudiée dans de nombreuses espèces, comme vous pouvez le constater. Pour finir, les collèges de spécialistes. Alors, la spécialité d'anesthésie vétérinaire est relativement jeune, puisqu'elle est connue depuis seulement 50 ans. L'Association des vétérinaires anesthésistes de Grande-Bretagne et d'Irlande voit le jour en 1964 et délivre son premier diplôme en 1967. En effet, Leslie Hall fonda en collaboration avec 6 de ses collègues l'Association des anesthésistes vétérinaires, l'AVA. Il s'agissait d'abord de réunir des confrères de Grande-Bretagne et d'Irlande, mais la vision des membres fondateurs, ainsi que celle des collègues d'autres pays sur le continent, était que l'association appartienne à l'Europe et constitue la base du Collège européen d'anesthésie et d'analgésie vétérinaire. Leslie Hall, toujours avec Barbara Weaver, ont été la principale force derrière le développement du diplôme d'anesthésie vétérinaire, le DVA, du Collège royal vétérinaire anglais. Le DVA lui-même n'existe plus, mais constitue la base des normes du diplôme actuel du Collège européen d'anesthésie et d'analgésie vétérinaire. En 1982, sous la direction de Leslie Hall, le premier congrès international de l'anesthésie vétérinaire s'est tenu à Cambridge. Les congrès mondiaux ont maintenant lieu tous les 3 ans, tandis qu'il y a 2 meetings européens au printemps et en Europe. Ces congrès ont lieu alternativement en Angleterre et sur le continent européen. Aux États-Unis, la Société américaine d'anesthésiologie vétérinaire est fondée en 1970 et 1 an plus tard est fondé le Collège américain d'anesthésie vétérinaire. Il sera reconnu officiellement en 1975. Il faudra attendre 1995 pour que le Collège européen d'anesthésie vétérinaire voie le jour. Il délivre le diplôme européen de spécialiste. Il est reconnu par le Comité consultatif européen pour la formation vétérinaire et est soumis aux décisions du Conseil européen de spécialisation vétérinaire, le BVS.
En 2013, les collèges ont rajouté un A à leur nom pour analgésie. Aujourd'hui, le Collège européen d'anesthésie vétérinaire compte 213 membres qui ont été formés dans l'un des 30 centres reconnus, mais seulement 6 exercent en France. La discipline est enseignée à part entière en France depuis seulement une vingtaine d'années. Il faudra attendre 15 ans après la création du Collège européen pour voir les 2 premiers diplômés exercer en France. VetAgroSup, l'école vétérinaire de Lyon, a été le premier établissement reconnu par le collège comme centre de formation de résidents en 2011. Le premier professeur d'anesthésie vétérinaire en France a été nommé en 2016 et les 2 premières résidentes de VetAgroSup ont obtenu leur titre de spécialiste en anesthésie en 2018 et nous rentrons du congrès de l'évier de Bristol où elles ont reçu leur diplôme. La formation pour devenir spécialiste en anesthésie vétérinaire est donc disponible en France à l'école vétérinaire de Lyon et nécessite 11 ans d'études après le bac, donc 2 ans d'école préparatoire, le concours vétérinaire, 5 ans au sein de notre établissement, 1 an d'internat et 3 ans de résidence. Je ne vous ai pas tous endormis. Donc l'avenir de l'anesthésie vétérinaire, plusieurs chantiers sont en cours, notamment la recherche de molécules moins dépresseurs de la fonction cardiovasculaire ou moins polluantes, mieux adaptées aux particularités de l'espèce. Par exemple, chez le cheval, le risque anesthésique se produit surtout au réveil. Je vais vous le dire. Il s'agit de fractures ou de myopathie ou de neuropathie qui sont les conséquences d'une mauvaise perfusion tissulaire. Il est donc très important de maintenir la pression artérielle pendant l'anesthésie, d'éviter les compressions neuromusculaires. Ici, vous pouvez voir un cheval qui a été anesthésié avec du xénon, gaz rare, pour la première fois dans cette espèce à Lyon, il y a 2 ans. Son application clinique nécessitera des améliorations des machines d'anesthésie, car son coût est encore prohibitif et nécessite un recyclage. Nous sommes tous sortis un peu de notre zone de confort ce jour-là. Le bien-être animal est aussi un phénomène de société et le traitement de la douleur devient une demande pressante de nos clients. Une chaire de bien-être animal a été créée à VetAgroSup l'année dernière. Donc en conclusion, l'anesthésie humaine et l'anesthésie vétérinaire sont liées depuis la nuit des temps. Je remercie encore le docteur Othon de m'avoir fourni le document qui montre que déjà dans les années 70, un chapitre d'anesthésie et de réanimation de l'animal était publié dans les annales de l'anesthésiologie française. Le rapprochement en France depuis 4 ans entre les vétérinaires et les médecins anesthésiques au sein de la SFAR et du CHAR laisse à penser que ce lien ne peut que se renforcer. Et comme l'indique cette stèle à la mémoire de Pasteur à l'entrée de VetAgroSup, il n'y a pas de frontière entre nos 2 médecines. Le rapprochement est une synergie pour progresser encore plus vite, pour diminuer le risque anesthésique, améliorer le confort de l'opéré, homme ou animal, et lutter contre la douleur. Merci pour votre attention.